Donc, on va commencer. Si jamais il y a un problème, n'hésitez pas. Donc, qui est la Fédération canadienne des municipalités? Alors, on est la Voix nationale des gouvernements municipaux depuis 1901. Avec plus de 2000 membres, la FCM représente les intérêts des municipalités dans les dossiers politiques, mais nous livrons aussi des programmes pour les enjeux de juridiction fédérale. En 2000, le gouvernement du Canada a doté la Fédération canadienne des municipalités de 550 millions de dollars afin d'établir le Fonds municipal vert. Un financement supplémentaire de 125 millions de dollars a été annoncé dans le budget 2016 et a été ajouté dans la dernière année. Alors, ce fonds appuie des partenariats et sert de levier aux projets financés par le secteur public et privé afin d'atteindre les normes supérieures de qualité de l'air, de l'eau, du sol et de protection du climat. Le financement du Fonds municipal vert est disponible à tous les gouvernements municipaux et leurs partenaires pour des projets éligibles. Et depuis, la Fondation Fonds municipal vert a financé plus de 1000 initiatives dans plus de 500 communautés à travers le Canada. Alors, si jamais vous êtes très intéressé par le réaménagement des sites contaminés, n'hésitez pas à faire appel à nous pour trouver du financement, mais également pour trouver des ressources. Alors aujourd'hui, c'est majoritairement moi, Alex Koulfergus, qui va parler, mais il y a aussi mes collègues Stéphanie et Benjamin qui vont être disponibles pour répondre à vos questions et pour aussi offrir un aperçu du financement qu'ils nous offront à la FCM. Donc, à quoi vous pouvez vous attendre aujourd'hui? On va passer à travers ce qui est un site contaminé, les défis ainsi que les bénéfices du redéveloppement des sites contaminés, les meilleures pratiques en réhabilitation. On va avoir un bout quand même assez complet là, sur le financement de la FCM pour les sites contaminés, quelques périodes de questions, et on va vous donner une idée des ressources que nous offrons par rapport aux sites contaminés également. Donc, on espère qu'à la fin du webinaire, vous aurez appris quelles sont les meilleures pratiques pour encourager la revitalisation des sites contaminés et également comment le financement de la FCM et nos ressources peuvent vous aider à mettre en œuvre des meilleures pratiques dans votre communauté. Donc, pour commencer, si vous êtes nouveau là, dans ce domaine-là, vous vous posez peut-être la question, qu'est-ce qu'un site contaminé? Alors, généralement, un site contaminé est défini comme une friche commerciale, industrielle ou institutionnelle qui est vacante, abandonnée et sous-utilisée, et où se sont déroulées des activités ayant entraîné de la contamination ou des risques pour la santé ou pour la sécurité publique qui sont soit réels ou perçus et qui présentent de véritables possibilités de réaménagement. Donc, il existe bien sûr une variété de sites contaminés qui se retrouvent dans toutes les municipalités où qu'on soit. Donc, il y a par exemple des petits sites urbains de grandes propriétés riveraines, des sites industriels ainsi que des bâtiments patrimoniaux industriels. Ça, c'est juste certains exemples, mais je suis certaine que tout le monde ici pense à des sites contaminés ou des friches qui existent dans leur municipalité. Donc, on va commencer avec les défis du redéveloppement des sites contaminés. La raison pourquoi on a produit autant de ressources sur ce sujet, c'est parce que le redéveloppement des sites contaminés peut être plus long et plus compliqué que le redéveloppement des sites vierges, car davantage d'études et d'approbations réglementaires sont requises. Bien sûr, on sait que le développement est toujours risqué, mais les risques du développement peuvent être accrus par les coûts importants et l'incertitude des évaluations environnementales, le nettoyage, la responsabilité civile, les approbations réglementaires, ainsi qu'une potentielle opposition communautaire. Alors, c'est un peu plus compliqué. Des processus longs et compliqués, surtout au niveau réglementaire, ainsi que la découverte potentielle de contamination, peuvent aussi avoir un impact sur l'échéancier et peuvent aussi affecter la viabilité financière d'un projet. Donc, ce sont les raisons pourquoi nous avons produit des ressources et des outils pour aider les municipalités avec leurs projets de redéveloppement. Et vous verrez que, bon, on va passer à travers, mais toute l'information dont on va parler aujourd'hui se retrouve également sur le site web de la FCM. Puis ça se retrouve gratuitement. Alors, vous pouvez faire un tour là, puis continuer à apprendre. Donc, même si le redéveloppement des sites contaminés sont plus difficiles que les sites vierges, il y a beaucoup de bénéfices du redéveloppement. Donc, comme les sites sont généralement des terrains industriels ou commerciaux abandonnés,
Ils se situent souvent dans les quartiers plus âgés ou dans les centres-villes ou par exemple près de l'eau. Donc, leur redéveloppement peut apporter plus de défis, mais également plus de retombées qui peuvent être quand même très importantes pour le voisinage. Donc, le redéveloppement peut améliorer la valeur des bâtiments, des entreprises avoisinantes. Ça peut augmenter l'attrait du quartier, améliorer la qualité du sol, de l'air et de l'eau dans l'environnement immédiat, mais également ramener en activité un site qui était abandonné ou dévalué, ce qui peut générer des taxes municipales plus élevées et aider à densifier le centre-ville. Donc, on comprend que ça réduit la pression pour développer des sites vierges. Donc, aujourd'hui, on va passer à travers les 7 étapes ou les 7 meilleures pratiques en réhabilitation des sites contaminés, telles que formulées par la FCM. Et voilà, on va vous donner un aperçu des processus, des politiques et des programmes qu'une municipalité devrait, selon nous, mettre en œuvre afin de devenir une championne du redéveloppement des sites contaminés. Et ces pratiques se basent sur des exemples et des cas concrets de municipalités canadiennes qui ont réussi à stimuler le redéveloppement des sites contaminés dans leur municipalité. Donc, pour ce faire, on va passer à travers les 7 étapes en utilisant l'étude de cas de ma ville, donc une municipalité de taille moyenne avec un centre-ville plus ou moins dévitalisé. Donc, la première section, c'est préparer. Donc, ma ville souhaitait amener de la vie à son centre-ville. Donc, les urbanistes se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de potentiel pour le développement, mais beaucoup des terrains étaient des sites contaminés qui étaient abandonnés depuis longtemps. Et en fait, ils ont décidé que c'était le temps de les revitaliser. Donc, la première étape, c'était de comprendre les risques et les bienfaits du redéveloppement des sites contaminés. Les urbanistes ont trouvé de l'information de base dans le guide de la FCM qui s'appelle « S'engager à agir ». Ils ont fait un résumé de l'information et ils ont développé une liste informelle de tous les sites contaminés connus dans la municipalité. Liste qu'ils ont présentée au conseil municipal et à l'administration municipale lors d'une présentation orientée sur les solutions. Le focus sur la présentation portait sur les bénéfices économiques potentiels, l'augmentation des revenus issus des taxes municipales, ainsi que la perte d'opportunités résultant de l'inaction. La sensibilisation fut un grand succès, car le Conseil s'est formellement engagé à agir sur le redéveloppement des sites contaminés dans le cadre de son plan officiel. Donc, avec cet engagement officiel en main, les urbanistes ont pu assembler une équipe interdisciplinaire pour mener les initiatives municipales liées aux sites contaminés. Donc, l'équipe comprenait un membre du conseil municipal, ainsi qu'un employé des départements de l'environnement, des travaux publics, des finances, du développement économique et de l'urbanisme, bien sûr. Donc, l'équipe a choisi un des membres pour être le coordonnateur des sites contaminés par intérim. Et le coordonnateur, lui, son rôle, c'était de mener des rencontres régulières et de s'assurer que l'administration était au courant des décisions prises par le groupe. Donc, ils se sont engagés à agir. Par la suite, une fois que le groupe a été créé, la première étape fut de comprendre les caractéristiques des sites contaminés dans la municipalité. Donc, pour en apprendre davantage sur les politiques et les règlements influençant le redéveloppement des sites contaminés dans leur province, le groupe a consulté les feuilles de route provinciaux pour les sites contaminés, et ça, c'est une ressource gratuite qui se retrouve sur le site web de la FCM et qui est mise à jour à chaque année, si vous voulez comprendre la réalité dans votre province. Ensuite, ils ont identifié les individus et les organismes dans leur communauté qui pourraient jouer un rôle dans le redéveloppement des sites, tels que les propriétaires et les promoteurs. Donc, grâce à cette information qui était rassemblée par les membres de l'équipe, ils ont pu développer un inventaire des sites contaminés afin de déterminer les sites, les propriétaires, les caractéristiques physiques, le potentiel de redéveloppement, l'usage des terrains et les conditions environnementales. Une personne ressource a été identifiée dans l'équipe d'urbanisme afin de maintenir cette information dans leur inventaire à moyen et à long terme. Donc, ma ville a utilisé les sources d'information et la liste de contrôle dans le guide de la SPM portant sur les inventaires de sites contaminés afin de s'assurer qu'ils n'oubliaient aucune étape. Avec de l'information détaillée sur les sites contaminés en main, le groupe de travail a pu comprendre l'étendue des enjeux liés aux sites contaminés dans leur municipalité et avoir une meilleure compréhension du potentiel de redéveloppement de ces sites. Alors, ils ont passé à la troisième étape, qui est d'établir des partenariats. Donc,
Comme il existe de nombreuses manières de catalyser le redéveloppement des sites contaminés, le groupe a voulu consulter les personnes qui étaient impliquées dans le redéveloppement afin de choisir des approches répondant le mieux aux réalités de leur contexte local. L'équipe a consulté des fonctionnaires municipaux dans une variété de départements, des élus, des promoteurs, des experts en sites contaminés, des sources de financement des ministères provinciaux, ainsi que des membres de la communauté. Grâce au développement des bonnes relations avec eux, ils ont pu comprendre leurs besoins. Le groupe a aussi organisé des rencontres afin d'informer l'approche de leur municipalité et pour créer des partenariats potentiels. Grâce à ces rencontres, le groupe a pu mieux comprendre les barrières au redéveloppement ainsi que les opportunités. Ils ont ainsi réussi à développer davantage d'appui pour l'action municipale dans ce domaine. L'équipe a rencontré aussi des sources de financement pour apprendre plus sur les possibilités de financer des projets de sites contaminés dans leur municipalité. Ils ont aussi contacté les ministères provinciaux et d'autres municipalités afin de mieux comprendre comment leur municipalité pouvait jouer un rôle dans le processus de redéveloppement. Donc, on voit que les relations développées à cette étape étaient vraiment cruciales pour le succès des initiatives de redéveloppement de ma ville. C'est difficile pour une municipalité de tout faire elle-même, mais ça prend des bons partenaires. On va prendre une petite pause, juste pour savoir si vous avez des questions jusqu'à maintenant. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les indiquer dans la boîte chat. Comme on ne vous entend pas au téléphone. Mais si vous n'en avez pas, c'est tout à fait normal, puis on peut continuer aussi. On va continuer. Mais n'hésitez pas, si jamais il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc, on va passer à la deuxième partie, qui est stratégie. Et vraiment, la stratégie, cette étape-ci, concevoir une stratégie, c'est l'étape qui est la plus importante. Là, il y a énormément d'informations qu'on pourrait partager avec vous. Comme on a juste une heure, on n'a pas le temps de tout voir en profondeur. Mais vraiment, s'il y a un des guides de la STM à lire, c'est celui-ci. Donc, ça s'appelle « Concevoir une stratégie », c'est disponible sur notre site web, puis il est très complet. Donc, allons-y. Donc, avec la rétroaction des partenaires et des parties prenantes, le groupe a commencé à développer une stratégie officielle de sites contaminés. L'objectif était de créer des programmes et des incitatifs qui reflétaient le contexte local et des priorités. En développant une stratégie, ils souhaitaient réduire les incertitudes associées au redéveloppement, et comme l'analyse de leur inventaire a identifié les sites contaminés du centre-ville comme étant prioritaires, la Ville a décidé de commencer par créer une stratégie centrée sur les sites contaminés dans cette zone et dans cette zone seulement. Au lieu de réinventer la roue, les membres du groupe ont utilisé le guide de la STM, élaboration et mise en œuvre d'une stratégie efficace visant les sites contaminés. Donc, c'est le guide dont je vous parlais. Ils ont aussi utilisé d'autres stratégies municipales pour savoir quoi inclure dans la leur. Ils ont basé leurs idées sur les évaluations de sites, sur l'analyse ainsi que sur la rétroaction obtenue lors de la consultation avec leurs partenaires et leurs parties prenantes. En tentant de déterminer les manières de réduire les barrières au redéveloppement et de stimuler l'intérêt des promoteurs pour les sites contaminés, les urbanistes ont mis l'emphase sur les sites prioritaires et ont développé des incitatifs spécifiques pour aider à stimuler le redéveloppement. Et encore une fois, on se rappelle que c'est vraiment le redéveloppement dans le centre-ville, donc dans la zone prioritaire. Ils ont décidé de mettre l'emphase sur des incitatifs comme la réduction des minimums de stationnement, l'élimination des frais de développement, la simplification des processus d'approbation et l'amélioration du service à la clientèle. Ils ont aussi lancé un processus d'engagement communautaire pour définir une vision claire du redéveloppement pour les sites prioritaires. Donc, l'objectif de tout ça, c'était d'attirer l'intérêt des promoteurs et des citoyens. Enfin, la stratégie incluait des indicateurs de performance afin d'aider le groupe à mesurer l'impact du projet et à diffuser ses impacts. Les indicateurs ont été sélectionnés basés sur ceux suggérés dans le guide de la STM. Le conseiller municipal responsable du dossier des sites contaminés a amené la stratégie devant le conseil, où il a été formellement adopté. Alors, hurrah, bravo! Et du financement du Fonds municipal vert a été demandé. Alors, il existe du financement du Fonds municipal vert pour cette étape. Puis, si vous allez sur notre site web, là, ça se retrouve sous l'onglet « Développement de plans d'action de sites contaminés ».
Alors, si ça vous intéresse, il existe du financement pour votre municipalité. Donc, une fois qu'ils avaient une stratégie en main, ils sont passés à la mise en œuvre de cette stratégie. Donc, ils ont commencé par promouvoir les programmes et les occasions de réaménagement. Donc, pour sensibiliser les milieux du développement sur le désir de la municipalité de redévelopper les sites contaminés de leur centre-ville, les urbanistes ont commencé à créer une stratégie de marketing pour les sites contaminés, ainsi qu'un plan de communication pour leur programme de réhabilitation. Ils ont commencé par identifier leur public cible et leurs messages clés. Donc, comme leur stratégie visait la revitalisation des sites contaminés au centre-ville et le positionnement de la municipalité en tant que partenaire privilégié dans le processus de redéveloppement, ils ont ciblé leur message sur les bénéfices de construire au centre-ville, sur les nouveaux incitatifs, ainsi que sur la disponibilité du coordonnateur des sites contaminés. Ils ont fait la promotion de leur programme et des sites qui étaient disponibles pour les propriétaires, les promoteurs, les consultations environnementaux et les professionnels immobiliers. Donc, pour ce faire, ils ont organisé des rencontres et des présentations lors d'événements où se rassemblait leur public cible. Donc, la promotion est devenue un item sur l'ordre du jour des rencontres du groupe. En fait, cela, ça l'a aidé à suivre la performance de chaque campagne promotionnelle et à ajuster le message lorsque nécessaire. Donc, comme ça, tout le monde s'en rappelait et le message était adéquat. Ensuite, ils ont géré les programmes et les projets. Donc, le coordonnateur, qui était identifié en tant que personne ressource pour toutes les questions liées au programme de redéveloppement des sites contaminés, a été mandaté de faire le suivi de toutes les demandes d'incitatifs et d'intervenir afin de rendre le processus municipal plus fluide, donc pour régler les délais ou de communiquer avec les demandeurs. Le coordonnateur était aussi responsable de s'assurer que toute l'information fournie par la municipalité sur les programmes de réhabilitation ou de redéveloppement était à jour et simple, facile à trouver. Donc, parce que ma ville possédait certains sites contaminés, ils ont aussi commencé à examiner la possibilité de réhabiliter et de remettre en usage les sites contaminés municipaux au centre-ville. Donc, afin de ce faire, ils ont utilisé l'information sur le processus d'appel d'offres fourni dans le guide de la SPM, administrer un appel d'offres pour un projet de réaménagement de sites contaminés. Donc, grâce à ce processus d'appel d'offres, ils ont pu attirer des soumissionnaires intéressants et en ont choisi un pour réhabiliter certains sites qui, encore une fois, étaient de propriété municipale. Lorsque ces sites ont été remis en état, ma ville en a vendu certains à des promoteurs. D'autres ont été gardés pour de l'infrastructure municipale, tel qu'un nouveau centre récréatif. Enfin, le coordonnateur a eu comme mandat de réexaminer les processus d'approbation interne de la municipalité. Il a ainsi pu suggérer des manières d'augmenter la fluidité et l'efficacité des processus pour réduire les incertitudes pour les promoteurs. Donc, encore une fois, du financement du Fonds municipal vert est disponible pour cette étape. Donc, on offre des subventions pour l'évaluation de sites en phase 2, la gestion de risques et les plans d'action en rémédiation. Et on offre aussi des prêts pour la rémédiation et la gestion de risques et le redéveloppement. Alors, mon collègue Benjamin va en parler plus tard, en fait, en quelques minutes. Donc, si vous avez des questions pour lui, c'est le moment. Et finalement, la dernière étape, c'est vraiment d'évaluer. Donc, le groupe a continué de se rencontrer sur une base régulière pour suivre le programme et la stratégie des sites contaminés et pour modifier les processus internes lorsque nécessaire. Donc, le coordonnateur fut responsable d'évaluer les coûts et les bénéfices du programme et de décider si les résultats souhaités étaient vraiment atteints. Lorsque possible, le coordonnateur et d'autres membres du groupe visitaient chaque site réhabilité ou en réhabilitation pour constater les impacts des programmes. Le coordonnateur était aussi responsable d'évaluer les niveaux de satisfaction des clients. Donc, il a mené des entrevues finales ou des entrevues de fin de projet avec les promoteurs et les propriétaires de sites qui ont bénéficié des incitatifs. Ça leur a aidé à mieux comprendre les barrières et les clés du succès. Grâce à cette rétroaction, la municipalité a pu ajuster leur programme pour mieux répondre aux besoins futurs des demandeurs. Un rapport annuel incluant les succès du programme a aussi été fourni au conseil municipal et a été publié en ligne par la suite. Le membre du conseil municipal qui faisait partie du groupe
fournissait des mises à jour au conseil municipal lorsque nécessaire. Grâce à ça, le conseil et les citoyens sont demeurés au courant des efforts de la municipalité ainsi que des résultats positifs qui ont été générés par le programme. Donc, parce que la municipalité faisait la promotion des succès du programme des sites contaminés, les promoteurs et les propriétaires de sites sont devenus beaucoup plus enclins à tirer avantage des programmes de redéveloppement des sites contaminés. Aujourd'hui, ils perçoivent les bénéfices concrets de ces programmes dans leur quotidien. Maintenant que le programme est en cours, bien sûr, ma ville va s'assurer qu'il demeure pertinent et à jour. Donc, pour ce faire, ils réévaluent les types d'incitatifs lorsque nécessaire. Et pour promouvoir leur municipalité en tant que leader dans le domaine de la réhabilitation des sites contaminés, le groupe est en train d'appliquer pour divers prix et programmes de reconnaissance. Il considère aussi la possibilité d'étendre les incitatifs à une autre partie de la ville où il y aurait aussi une grande concentration de sites contaminés, comme le centre-ville est en train de se réhabiliter et de se redévelopper correctement. Donc, qu'est-ce que cette étude de cas nous apprend? En fait, l'appui de la municipalité est nécessaire pour prendre de l'action en faveur de la réhabilitation. Alors, comme on a vu au début du webinaire, c'est plutôt difficile pour les promoteurs de vouloir s'attaquer aux sites contaminés parce que c'est plus compliqué que des sites vierges. Mais quand la municipalité s'implique et qu'elle met de l'avant, en fait, quand elle développe des bonnes relations ou qu'elle développe une stratégie, ça montre aux promoteurs que la municipalité est prête à prendre de l'action sur les sites contaminés et puis que c'est vraiment une priorité pour eux. Lorsqu'on développe une stratégie ou un programme de sites contaminés, bien sûr, il faut mettre l'emphase sur les sites prioritaires et sur les incitatifs précis qui ont un bon retour sur l'investissement. Alors, vous remarquerez que la municipalité n'a pas simplement donné des fonds aux promoteurs qui souhaitaient redévelopper des sites. Ils ont donné d'autres sortes d'incitatifs, puis on voit généralement un meilleur retour sur l'investissement de ces incitatifs-là que simplement de subventionner le redéveloppement. Il faut promouvoir les programmes, faire le suivi et mesurer leurs impacts. C'est important d'avoir des programmes, d'avoir une stratégie, mais si personne ne la connaît, ben, elle ne servira pas à grand-chose. Et finalement, il est important de célébrer les succès du programme. Et ça, encore une fois, c'est pour stimuler l'intérêt des promoteurs ou des citoyens pour le programme de réhabilitation des sites contaminés. Alors, à la STM, nous avons publié des guides qui explorent en profondeur chaque sujet mentionné plus tôt. Mais si vous avez du temps limité, puis je comprends que c'est la réalité pour beaucoup de gens, on vous recommande de commencer avec 2 guides, donc s'engager à agir, donc le premier, et concevoir une stratégie. Et si vous n'avez pas le temps de lire même ces guides, nous vous recommandons de vous inscrire à une campagne de courriel que nous allons faire au cours de l'été, qui enverra un court résumé des concepts clés de chaque guide à chaque semaine. Donc, je vais vous fournir davantage d'informations sur cette campagne suite à la présentation sur le financement. Je vais le faire à l'instant. Alors, peut-être juste avant de commencer, je vais juste demander si vous aviez des questions spécifiques sur les étapes ou sur le processus de redéveloppement des sites contaminés. Non? J'en vois pas. Alors, on va passer à la section sur le financement du Fonds municipal vert pour les sites contaminés et je vais passer le micro à mon collègue Ben. Bonjour à tous, je suis Benjamin, je suis conseillère de programme de la STM. Je vais vous présenter un petit aperçu du financement du Fonds municipal vert pour les sites contaminés, qui est l'un des programmes de financement offerts actuellement par la STM. Merci en avance pour votre patience avec mon français. Dans les 10 prochaines minutes, je vais présenter un exemple d'un projet sur un site contaminé, le moulin à coton à Cornwall, qui a été financé par le Fonds municipal vert. Après, je vais expliquer le financement pour les sites contaminés avec plus de détails sur tous les offres de financement qui ont été introduits par Alex pendant sa présentation.
avec des exemples des projets financés dans chaque catégorie de financement. Et enfin, je vais vous présenter de l'information pour nous contacter. Surtout, ce que je voudrais présenter, ce sont les approches innovatrices qui ont été adoptées par les projets, mais cela n'est pas exactement exigé par le financement de la ACM, mais nous cherchons toujours des projets qui présentent des approches innovatrices. Alors, le moulin à coton à Cornwall a été construit à la fin du 19e siècle et opéré à bord du lac à Cornwall, à bord de la rivière. Le site a été abandonné. C'est un site de 2,5 hectares avec 3 édifices et enfin, l'un des 3 édifices a brûlé. Alors, le site a été abandonné et une compagnie a fait une investigation des sols et a trouvé que la profondité des contaminants dans les sols n'était pas si gros. Enlever seulement 0,6 mètres de sols contaminés pourrait améliorer la qualité du site pour être réaménagé et habitable. Enfin, ils ont récupéré les 3 édifices historiques et construit des appartements et des sites commerciaux sur le site. Et quelque chose un peu intéressant qu'ils ont fait était de construire les appartements sur les parties du site qui n'ont pas été si contaminées et les bureaux et les sites commerciaux sur les autres sites qui ne pourraient pas être réaménagés jusqu'à la taux de qualité nécessaire pour construire les appartements. Enfin, le prêt de la STM offert pour ce projet était 1,6 million de dollars pour une valeur totale de réaménagement de 2 millions de dollars. C'est un exemple d'un projet de réaménagement financé par la STM et les 3 résultats des projets prévus par la STM, enfin, c'est la réhabilitation du site ou la gestion du risque pour atteindre les normes provinciales, c'est-à-dire de réaliser les exigences de la province pour réhabiliter le site. Nous avons aussi financement pour la production d'énergie renouvelable, construite sur un site contaminé, c'est un Brightfield, pour construire ou par exemple les panneaux solaires ou les moulins à vent. Et aussi pour le réaménagement, c'est-à-dire pour construire un édifice ou des édifices nouveaux qui remplissent les conditions d'admissibilité dans nos secteurs d'eau, d'énergie ou autres. Alors, le financement pour les sites contaminés offert par la SCN existe dans 4 catégories. Pardon pour la complexité ici. Nous avons des subventions pour les plans communautaires. Nous avons des subventions pour les études de faisabilité et nous avons des subventions pour les projets pilotes. Ces subventions sont pour la moitié des coûts admissibles du projet jusqu'à une limite de 175 000 $ pour les plans d'études et 350 000 $ pour les projets pilotes. Pour la remédiation et le réaménagement des sites, nous avons des prêts sans limite de 80% des coûts admissibles du projet. Pour la remédiation des sites, la gestion des risques et les Brightfield, c'est-à-dire la construction des productions d'électricité renouvelables. Et aussi, nous avons des prêts pour les projets qui réaménagent le site. Je vais présenter un petit peu de détails de toutes ces catégories de financement. Les plans d'action de réaménagement, sont pour les plans qui présentent des solutions à l'échelle d'une communauté. Les plans de réaménagement doivent déterminer les zones à réaménager ainsi qu'un cadre de programmes et mesures municipales pour résoudre le problème de sites contaminés autour de la communauté. Les plans doivent identifier les bouts environnementaux, économiques et sociaux, des mesures réelles à faire pour réduire la présence des sites contaminés dans la ville et les incidences prévues de la réhabilitation, c'est-à-dire le prévu des résultats. C'est important que les plans sont les plans d'action, c'est-à-dire que les plans doivent identifier les tâches, les personnes responsables, l'échéance et les coûts prévus pour réaménager les sites qui sont inclus dans le plan d'action. Comme je disais, la subvention est de 50% des coûts admissibles jusqu'à
175 000 $. Voici un exemple d'un plan directeur qui a été financé par la SCM. C'est un site très grand de 245 hectares qui était industriel sur le lac à Mississauga. La subvention de la SCM pour ce projet était 350 000 $. En général, la limite de subvention, c'est 175 000 $, comme j'ai expliqué. Mais en ce moment était pour planifier le redéveloppement de ce site si grand. Les études de faisabilité évaluent la faisabilité technique et financière d'un projet et cherchent les incidences environnementales, sociales et économiques. L'évaluation environnementale d'une site phase 2 peut être admissible comme une étude de faisabilité. En général, les études de faisabilité font une recherche de l'état d'un site pour valider comment réaménager le site. Et les études de faisabilité sont requises avant d'entamer un projet pilote ou un projet d'immobilisation à travers de la SCM. La subvention est également 50% des coûts admissibles jusqu'à 175 000 $. Un projet qui a été approuvé récemment était une étude de faisabilité à London, Ontario, qui voudrait rechercher la possibilité de construire des panneaux solaires sur un site contaminé pour charger directement les véhicules électriques. C'est très intéressant parce que les requises ou les exigences de réaménagement ne sont pas si hauts si l'usage du site va être le même. Alors cet exemple pourrait être très intéressant pour vous qui veulent utiliser le site, par exemple les stations de l'essence abandonnées pour le même usage, mais dans le futur. Les projets pilotes. Un projet pilote évalue une nouvelle solution dans les conditions réelles d'exploitation. Le projet pilote doit déterminer les incidences environnementales, sociales et économiques d'une mise en œuvre à pleine échelle. Et nous cherchons toujours les approches innovatrices, par exemple la réhabilitation des sols sur place. La subvention est aussi 50% des coûts admissibles jusqu'à 300 000 $. Et un exemple d'un projet pilote peut être, pardon pour la qualité de l'image, le jardin communautaire Montsabre à Montréal. C'est un site contaminé par des activités industrielles dans le passé. Ils ont essayé l'usage de phytorémédiation comme une technique d'améliorer la qualité des sols sur place. Et un autre, c'est le décharge Blackstock, un site d'enfouissement ancien à Durham, Ontario. C'était un site de 2 hectares qui a été contaminé avec les déchets, obviously. Et la municipalité de Durham a décidé de récupérer tous les déchets recyclables du site et faire la valorisation des résidus et utiliser tout le reste de la site pour une petite parc militaire. Enfin, le projet d'immobilisation. C'est un petit peu différent. L'offre pour les projets d'immobilisation, c'est un prêt illimité ayant jusqu'à 80% des coûts admissibles du projet. Les projets d'immobilisation peuvent réhabiliter le site ou gérer le risque dans le site pour atteindre les normes provinciales. Alors, les projets d'immobilisation en particulier pour le financement pour les sites contaminés ne doivent pas être si innovants, seulement atteindre les normes provinciales. Nous avons aussi le financement pour la production d'énergie renouvelable sur les sites contaminés, la Brightfield, comme j'ai expliqué en avance. Par exemple, le projet à London peut être financé sur ce type de financement. Nous avons aussi le financement pour le réaménagement des sites, c'est-à-dire construire les édifices qui remplissent les conditions d'admissibilité du Fonds municipal vert dans le secteur d'eau, d'énergie ou autre. Voici un exemple d'un projet. La Icon Fox Tower a été construit sur une station d'essence dans le centre-ville de Edmonton, qui a été abandonnée pendant une dizaine d'années. Le site a été contaminé par les hydrocarbures et les constructeurs ont dû remover ces sols du site pour pouvoir construire un tour.
La valeur totale du prêt était 6 millions de dollars et la valeur totale de la réaménagement du site pour remover les sols contaminés était 7 millions de dollars. Les prêts pour les projets d'immobilisation offrent des termes personnalisés au projet. Les gouvernements municipaux et leurs partenaires sont admissibles à faire une demande de financement. Nous offrons l'apport continu sans limite pour les prêts et les termes sont flexibles. Le repaiement peut être jusqu'à 20 ans avec des taux d'intérêt très faibles. Il y a la possibilité de multiples déboursements au cours du projet si vous voulez mettre des milestones, des activités pour avoir un déboursement en avance. Je vous invite à visiter notre base de données de projets approuvés pour sélectionner plus d'exemples de projets qui ont été financés par la FSV. Enfin, je vais vous présenter un projet qui a été financé de toute sa vie par la SCM. C'était le Greenwich Mohawk, site contaminé à Brantford. C'est un site de 5,4 hectares qui a été contaminé par beaucoup d'activités différentes industrielles. Et il y avait tout type de contamination sur des parties différentes du site. Ils ont été financés pour faire l'évaluation de site phase 2, aussi pour 2 projets pilotes différents, et enfin pour la remédiation du site. Les 2 projets pilotes ont reçu une subvention indépendante de 175 000 $ chacun, et ils ont essayé des façons différentes de faire le réaménagement du site selon la présence de contaminants localisés dans le site. Et le projet d'immobilisation, c'était pour éliminer tous les risques du site, utilisant les techniques qui ont été prouvées par les projets pilotes. Ils vont faire la réhabilitation sur place de tous les sols qui peuvent être réhabilités sur place, utilisant des techniques industrielles, utilisant des techniques innovantes, et aussi ils vont enlever les sols qui ne peuvent pas être améliorés dans le site. Pour plus d'informations, je vous invite toujours à s'abonner à notre infolettre FCM Connexion, fcm.ca/FCM Connexion. Je vous invite aussi à nous contacter directement par notre numéro là ou le courriel programme à commercial.fcm.ca. Vos questions vont être dirigées directement à moi et je vais essayer de vous répondre comme vous voulez. Super. Merci beaucoup, Benjamin. Encore une fois, si vous avez des questions, je vous invite à vous pouvez les poser tout de suite. Ou sinon, vous pouvez bien sûr envoyer un courriel à Benjamin pour toute question liée au financement. Alors, je vais juste voir. Et si vous n'avez pas de questions, il semblerait que non. Non. Ah, voilà, voici une question. Donc, comment un site contaminé se qualifie-t-il à un projet? Alors, le plus important pour accéder aux finances pour les projets d'immobilisation est d'avoir l'évaluation. Enfin, nous offrons du financement pour les projets privés, sur les sites privés, mais nous préférons d'avoir, au moins la municipalité doit être impliquée dans le projet. C'est-à-dire que le projet, préférément, peut être au moins identifié par la municipalité pour être réaménagé. Et si la municipalité a un petit intérêt financier dans le projet, ça aide aussi. Mais si vous avez un projet, je vous invite à nous contacter pour parler des détails particuliers du projet. Mais nous exigeons toujours avoir au moins l'étude de faisabilité avant d'accéder aux finances pour les projets d'immobilisation. Parfait, alors, ça a répondu à la question. Il y a d'autres questions? Des précisions qui sont demandées. C'est bien bon.
Alors, n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, si vous avez des projets particuliers, comme disait Benjamin, vous pouvez lui écrire à programme@fpm.ca. Donc, tel que mentionné en début de webinaire, nous allons commencer une série de courriels sur les sites contaminés. Donc ça sera dans les mois à venir. Et ce sera de l'information qui sera diffusée directement dans votre boîte de réception de courriel. Donc, à toutes les semaines, pendant 8 semaines, vous pouvez recevoir de l'information ciblée sur les meilleures pratiques en réhabilitation et en redéveloppement des sites contaminés. Ces informations-là se basent vraiment sur les meilleures pratiques trouvées au Canada. Et il y aura aussi des exemples, des études de cas précis spécifiquement qui ont été réalisées dans les municipalités un peu partout. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez rester à l'affût en vous inscrivant au bulletin électronique du Fonds municipal vert, qui est FPM Connexion. Et ça se retrouve sur notre site web. Donc, je vous invite à vous inscrire au bulletin électronique. Je vous invite aussi à contacter la FPM, donc soit par Ben ou par moi ou par Stéphanie, ma collègue. Et si vous avez 2 minutes là, pour partager vos commentaires face au webinaire d'aujourd'hui, lorsqu'on ferme la fenêtre WebEx, ça devrait apparaître directement sur votre écran. Alors, ça prend juste 1 minute et ça nous aide à améliorer nos futures activités de transmission d'informations. Alors, je vous remercie beaucoup à tout le monde d'avoir été là et présent aujourd'hui. J'espère qu'on a répondu à vos questions. Un enregistrement du webinaire vous sera envoyé sous peu. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter donc pour nous rejoindre. Nos informations sont sur l'écran. Et voilà, sur ce, je vous souhaite un excellent après-midi et merci encore d'avoir été là.